Bonjour à toutes et à tous d'être présents ce jour. On va attendre une minute, je vois qu'il y a quelqu'un au téléphone derrière. Merci d'être présent, en tout cas pour cette troisième conférence régionale sur les ateliers bretons de l'emploi. Donc les ateliers bretons de l'emploi, un petit rappel de ce que c'est. On a créé ça dans le cadre du réseau donc Produits en Bretagne. Contrairement à d'autres réseaux ou d'autres ateliers, c'est que nous ouvrons aux adhérents, mais également aux non-adhérents de Produits en Bretagne, sur la problématique de l'humain, des ressources humaines au sens global. Cette création a été réfléchie pendant la Covid et a pris part la première conférence régionale a eu lieu il y a un an à Rennes avec Antoine Fouché, qui était le conseiller de Muriel Pénicaud et de Xavier Bertrand, qui étaient les anciens ministres du Travail. Les ateliers bretons de l'emploi, en quelques mots, c'est le réseau des acteurs de l'emploi en Bretagne. Ben voilà, la slide est arrivée. Pour aider les entreprises à recruter et fidéliser les collaborateurs et les compétences dont elles ont besoin. Aujourd'hui, en Bretagne, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un taux de chômage qui est relativement faible par rapport au reste de la France. Et l'idée, c'est d'échanger sur différentes problématiques auxquelles on est confronté pour remédier en mutualisant des choses, en réfléchissant ensemble sur des problématiques et donc développer cet emploi. C'est la raison d'être également donc, de départ de Produits en Bretagne, qui est de sauver et de développer l'emploi pour les entreprises adhérentes, donc les 5 départements bretons. Pour qui et avec qui, ces ateliers sont orientés vers les dirigeants et les professionnels du capital humain en entreprise, les structures d'accompagnement à l'insertion professionnelle et les enseignants-chercheurs en RH. Donc aujourd'hui, c'est le panel, je dirais, général de toutes les fonctions qui concernent les RH, qui sont donc concernées par cela. Pourquoi donc nous avons créé cela? C'est pour échanger et partager sur nos problématiques RH, parce qu'il peut y avoir des bonnes pratiques qui sont faites dans différentes sociétés. C'est pour ça que dans cet atelier, il y aura des moments de parole libres à chacun d'entre vous pour présenter des problématiques ou présenter à l'inverse des solutions qui ont été mises en place dans vos sociétés respectives. C'est s'inspirer mutuellement, s'ouvrir et prendre de la hauteur sur ces sujets-là, développer sa marque employeur et attirer et fidéliser les compétences. Pour cela, dans le cadre de cet atelier, nous allons avoir la présence de 3 personnes, 3 intervenants, qui sont Emmanuel Sens, qui est la DGA de la société HLM Les Foyers. Nous avons également Loïc Irien, qui est référent Produits en Bretagne sur le 56 et qui a une casquette de directeur Agora Service, avec la mise en place d'une colocation partagée à Vannes et une résidence jeune à Quiberon. Donc il va vous partager cette expérience-là. À l'issue de ces 2 présentations, qui sont dédiées au logement, on aura un temps de parole libre pour s'il y a des questions envers l'un ou envers l'autre, pour aborder un peu plus en profondeur aux besoins les sujets. Et en 3e intervenant, ça sera Fabrice Girard, qui est le directeur des transports et des mobilités à la région Bretagne. Donc ça sera plus orienté sur la mobilité. À l'issue, pareil, un certain nombre de questions pourraient être abordées sur ce sujet-là. Et de manière plus générale, à l'issue, voilà, la parole est libre. On est 45 personnes, donc on a un peu le temps. On va finir sur le coup de midi et quart. Voilà. J'aurais peut-être dû me présenter quand même, je l'ai oublié de le faire. C'est que je suis Frédéric Cabioche, je fais partie du groupe Interaction, dont le siège est basé à Rennes, et je suis porteur de l'offre Interaction Saison. Donc Interaction, en quelques mots, c'est 750 collaborateurs, c'est 190 agences ou cabinets de recrutement partout en France, avec une particularité d'avoir 45 agences sur la région Bretagne, qui est la grosse locomotive. Voilà. Et donc sur le travail saisonnier, l'intérim peut faire du travail saisonnier depuis 2018 grâce à la loi El Khomri, et donc nous avons cette offre-là depuis le 1er janvier au sein du groupe et dont je suis le responsable. Voilà. Et par la même occasion, tout à fait, je suis également l'animateur Finistère Sud sur les ateliers bretons de l'emploi.
Je vais donc laisser la parole donc à Emmanuel, qui donc la DGA de donc HLM Les Foyers, qui va nous présenter toute son organisation et comment on peut traiter ce problème des logements. Merci. Oui, là, il va falloir que je gère. Alors, bonjour à tous. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter, alors plus que des solutions, il y aura quelques pistes à la fin, mais déjà un état des lieux du logement en Bretagne, puisque c'est la mission qu'on m'a confiée. Alors moi, je suis directrice générale adjointe de 2 entreprises sociales pour l'habitat, ou SA d'HLM, donc Société Anonyme d'HLM. L'une s'appelle Les Foyers, l'autre Bâtiments et Style de Bretagne, mais qu'on appelle habituellement BSB. Donc je suis plus spécialisée sur le logement social que sur le logement en règle générale. Pour autant, je vais vous présenter des éléments qui vont concerner absolument les 2 secteurs, en fait, le libre et puis le logement social. Un petit mot sur les 2 ESH que je dirige. Donc BSB est installé, son siège social est à Saint-Brieuc. On rayonne sur toute la Bretagne, un peu le Calvados et la Mayenne. On gère 12 000 logements au total avec les 2 entreprises. On produit 380 logements par an et on emploie 100 salariés. Le BSB a plutôt une histoire liée au monde coopératif et Les Foyers, elle a une histoire, donc son siège social est à Rennes, elle a une agence à Brest et elle a une histoire qui est plutôt liée au monde associatif, puisque ses fondateurs sont les mêmes que ceux qui ont créé les premiers foyers de jeunes travailleurs en France et qui ont été créés en Bretagne initialement et qui sont à l'origine de toute l'impulsion du lobbying pour la réglementation des foyers de jeunes travailleurs. Ce qui fait que nous avons une particularité, c'est que sur les 12 000 logements que nous gérons, nous en avons plus de 6 000 qui, en fait, sont des logements qu'on appelle en hébergement spécifique ou en foyer. Et donc, on va avoir toute la gamme des foyers, des demandeurs d'asile, des EHPAD, du médicalisé, du non médicalisé, des anciens FJT, foyers de jeunes travailleurs, les résidences sociales. Là, on va avoir toute cette gamme-là. Donc, ce qui est assez intéressant et qui fait ce qui nous apporte une originalité au niveau régional, mais aussi national, parce qu'il y a peu de bailleurs sociaux qui ont cette particularité. Alors, si on devait qualifier l'état des lieux du logement en Bretagne aujourd'hui, quels mots on pourrait utiliser? J'utiliserais probablement le mot crise, peut-être, parce qu'il ne concerne pas tout le monde. Ce sont surtout les populations qui ont les revenus les plus modestes, en dessous du niveau du revenu médian. J'utiliserai le mot pénurie, ça c'est certain, aujourd'hui et à venir, je pense. Et j'utiliserai 2 autres mots, coopération et créativité. Et on verra ce matin avec les présentations qui vont être faites, et notamment avec Loïc juste après, qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont mises en avant, des projets qui sont créés, souvent par du maillage, du réseau et de la coopération, et que c'est ça qui va nous permettre de faire face aux défis qui sont devant nous. Alors depuis plusieurs mois, notamment cet été, il y avait pas mal d'articles dans la presse qui relataient l'impossibilité de certains Bretons de se loger, notamment sur le littoral et dans les îles. C'était principalement dû, en tout cas les articles nous mettaient ça en exergue, aux plateformes de location courte durée, type Airbnb, qui surenchérissent en fait le coût du logement, qui rendent les Bretons, en tout cas les natifs, incapables de se loger à ces prix pour toute l'année. Ça a son importance, on le verra, parce que les Bretons sont très attachés à leur région. 78% des Bretons déclarent être attachés à leur région, presque 70% n'ont pas envie de la quitter et souhaiteraient que leurs enfants y vivent. Et puisque ma mission concerne aussi la Loire-Atlantique, donc toute la Bretagne historique, un habitant sur 2 de Loire-Atlantique souhaiterait aussi que ses enfants grandissent dans sa région. Donc on voit qu'il y a un attachement, ce sont les 2 premières régions en fait, où les habitants déclarent qu'ils sont vraiment très attachés à leur région et qu'ils sont du coup un peu moins mobiles peut-être, en tout cas ils veulent rester mobiles à l'intérieur même de la Bretagne ou des Pays de la Loire. Quand on parle du logement, on va forcément parler de l'emploi, parce qu'en fait les 2 sont liés, et de la mobilité bien évidemment. Alors ils sont liés pour plusieurs raisons, je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est l'accès au logement. Alors j'ai oublié de dire que les 2 entreprises sociales que je dirige font partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Coopérative Immobilière de Bretagne, ou groupe CIB. Et dans le groupe CIB, on a coutume de dire que habiter, c'est exister. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de logement, et vous le savez,
il est difficile d'accéder à l'emploi. Même si vous avez un logement et que vous postulez ailleurs très loin, vous allez certainement avoir des surcoûts liés au déménagement et peut-être que le logement va coûter plus cher là où vous avez été recruté et que ça va peut-être vous faire renoncer à cet emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé régulièrement ces dernières années. Donc on voit qu'il y a aussi une articulation avec l'emploi. Et puis le deuxième point, c'est que si, par exemple, alors je vous donne un cas d'école, vous avez un salarié qui est logé dans ce qu'on appelle nous une passoire thermique, donc c'est-à-dire un logement qui est très mal isolé, qui va générer des coûts avec des charges très importantes, notamment de chauffage. Cela peut, le lapsus c'est intéressant, cela peut générer une fragilité au niveau de son budget et l'amener peut-être à des impayés et l'amener aussi à une expulsion. Et quand vous êtes expulsé, eh bien, il va être difficile pour la personne de se maintenir dans l'emploi. Je pense, moi-même j'y étais confrontée, que peut-être vous avez déjà eu des salariés et vous avez découvert que ces salariés vivaient dans leur voiture. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc je gage que ça puisse être possible ailleurs. Alors, quand on parle du logement, en Bretagne et en Loire-Atlantique, de quoi parle-t-on ? Alors, il y a actuellement 1,9 million de logements en Bretagne. Donc, vous avez une cartographie avec la répartition des ménages en Bretagne. Sur ce 1,9 million, eh bien, il y en a 80% quasiment qui sont des résidences principales et il y a 12% de logements sociaux, ce qui nous amène à 190 000, si ma mémoire est bonne, logements sociaux en Bretagne. Il y a 13% de résidences secondaires, c'est un peu plus que le niveau national parce qu'il y a une attractivité touristique et qu'il y a beaucoup de logements qui sont situés, de résidences secondaires qui sont situées sur le littoral. Un taux de vacances qui est aussi important quand même, de 7,5, on verra qu'il est un peu moins important en Loire-Atlantique, qui concerne surtout les logements qui sont basés dans les terres. Et puis, alors, deux particularités très importantes en Bretagne, c'est que les Bretons sont propriétaires majoritairement, et ils souhaitent l'être en fait, donc à 65%, et ils souhaitent résider dans de l'habitat individuel, ce qui nous pose aujourd'hui un problème parce que nous allons surtout produire du collectif pour densifier ou construire la ville sur la ville, et on ne va pas s'étaler. Et le problème, c'est que, notamment dans les Côtes-d'Armor, bien souvent, les personnes souhaitent un pavillon ou une maison et puis un bout de jardin pour y faire notamment un potager. Et aujourd'hui, on n'a plus forcément ces réponses à apporter. Donc ça, voilà, on voit bien qu'il y a aussi un changement de culture qui s'opère. Ça, c'est la photographie actuelle. Et puis donc, premier paramètre à prendre en compte, c'est l'augmentation possible de la population. Alors, les prévisions en 2040 nous montrent qu'il y aura plus 300 000 ou alors il y a différents scénarios, on est entre plus 300 000 et plus 600 000 habitants en plus sur la Bretagne. Sur la Loire-Atlantique, il y a 760 000 logements. Pareil, un taux de résidence principale bien évidemment très élevé à 84%, un taux de résidence secondaire un petit peu moins élevé à 10%, taux de vacances un peu moins élevé également à 5%. Et puis, de la même manière, les habitants de Loire-Atlantique sont propriétaires majoritairement à 62% et ils vivent dans de l'habitat individuel à 62% également. Vous avez une cartographie donc, qui avait été posée, je pense, en 2000, on voit que c'est 2012, l'INSEE. Elle montre les flux et les concentrations de population qui vont se faire. Alors vous avez tous les pays de la Loire, bien souvent, mais mes données ne seront pas forcément concentrées sur la Loire-Atlantique parce que je ne les ai pas toutes trouvées. Mais on voit les flux jusqu'en 2040 et les prévisions nous montrent qu'il y aurait possiblement plus 900 000 habitants en 2040 en Pays de la Loire. On a parlé donc de l'évolution démographique et il faut aussi parler bien évidemment de l'évolution des emplois salariés. Alors, je vous ai mis deux cartographies qui concernent la Bretagne à gauche et puis les Pays de la Loire à droite. On voit les courbes d'évolution des emplois salariés. On voit que ça augmente beaucoup. Bon, il y a eu le confinement et la pandémie, mais on voit que c'est reparti. On peut poser l'hypothèse qu'en parallèle de cette évolution des emplois salariés, eh bien, il y a une augmentation aussi de la demande de logement. Et on le verra, sur la demande de logement social, c'est notamment le cas. Je voudrais juste faire un petit point et attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, le logement ne protège plus. Ce n'est pas parce qu'on a un logement qu'on est protégé. Je vous ai mis quelques éléments. Alors, il y a un rapport spécifique à la Bretagne fait par la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement, mais les données concernent surtout le Morbihan parce que visiblement tous les départements n'ont pas répondu à l'appel à projet. Donc j'ai préféré vous donner les données nationales. Il y a 12 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport au logement en France en 2021. Ça peut être des copropriétaires qui sont dans des copropriétés dégradées. Ça peut être des personnes qui sont en situation d'impayés.
des personnes qui vont être en situation de surpeuplement. Et puis, on apprend aussi qu'il y a 3,5 millions de personnes qui ont eu froid en 2021 en raison de la précarité énergétique dans leur logement, et presque 6 millions de personnes qui sont en situation d'efforts financiers excessifs. Concrètement, cela signifie que leur budget ne leur permet pas de payer le loyer et les charges qu'ils acquittent actuellement. Donc 6 millions de personnes en France, donc on voit qu'il y a quand même une problématique importante. Et comme j'évoquais en préambule, le fait qu'une situation, une fragilité budgétaire peut amener à une expulsion et donc à une impossibilité de se maintenir dans un emploi, on voit que c'est très important. Donc on a vu l'évolution démographique possible et qui fera augmenter la demande de logement, l'emploi salarié aussi qui peut faire augmenter la demande de logement. Et pour poursuivre, je vous propose de nous concentrer sur la demande de logement social. Donc on pose l'hypothèse, alors moi je considère qu'il y a une crise de logement, mais pas pour toutes les populations bretonnes, parce que c'est plutôt les ménages qui ont des revenus les plus modestes. Pour confirmer cette hypothèse, eh bien, on va se concentrer sur la demande de logement, parce qu'on va avoir des indicateurs fiables qui vont nous dire si cette tendance est confirmée ou pas. Pour parler du logement social, en préambule, je voulais déjà vous remontrer donc, les plafonds de ressources qui permettent aux salariés, ou pas, hein, ou aux ménages en tout cas, de demander un logement social, donc de s'inscrire au numéro unique régional pour demander, être candidat à un logement social. Vous avez donc les plafonds de ressources qui sont inscrits. J'y ai mis jusqu'à 4 personnes. Je pourrais vous envoyer après le document si vous le souhaitez. Bien évidemment, le ménage peut être plus important. Hein. Il y a d'autres lignes après, mais j'en ai mis que quelques-unes. Alors, dans le logement social, le logement classique HLM, c'est le PLUS. Donc, c'est le locatif HLM PLUS que vous voyez là. En dessous, vous avez du très social, c'est le PLAI. Donc, il s'adresse plutôt aux ménages qui ont des revenus vraiment très modestes. Et puis après, vous avez les ménages qui sont un peu plus aisés parmi ces ménages modestes. Et vous avez donc un loyer qui va découler, qui sera le PLUS majoré ou le plus majoré. Et puis, le plus élevé qui est le PLS. Je vous ai mis aussi un exemple en dessous de loyer moyen pour un T3. Alors, chez nous, dans le logement social, il représente souvent 65 mètres carrés, ce qui est une surface quand même confortable, au regard notamment de ce qui peut se vendre dans la promotion privée, puisque les surfaces souvent sont plus compactes. Et vous avez donc des exemples de loyers. Alors là, c'est hors charge, mais vous voyez que c'est relativement abordable. Voilà, donc je vous ai mis ces plafonds parce que je pense que ça peut vous aider aussi pour imaginer ou flécher des salariés, que vous puissiez aussi remettre ça en contexte au regard de votre activité quotidienne. Alors, la demande de logement social en Bretagne et en Pays de la Loire, puisque j'ai une demande qui va concerner les deux régions, eh bien, on s'aperçoit qu'en un an, entre janvier 2021 et janvier 2022, elle a augmenté, mais fortement. Il y a une augmentation de 14,5% sur la Bretagne et 10% sur la Loire-Atlantique. J'ai mis en parallèle pour la Bretagne donc la demande, le nombre de demandes en cumul qu'il y a actuellement. Donc il y a 85 000 demandes de logements sociaux en Bretagne. Et puis au regard de ça, eh bien, je vous ai mis les agréments, c'est-à-dire les autorisations pour un nombre de logements. Donc là, c'est 4 819 logements qui ont été autorisés par l'État en construction neuve, en logement social. Et vous voyez bien qu'il y a un delta quand même entre la capacité de production et le nombre de demandes enregistrées. Donc, au total, concrètement, ça nous amène à une augmentation entre janvier 2021 et janvier 2022 de 21 400 logements sociaux en plus. Cette demande, on la voit déjà, on va rentrer un peu plus dans le détail après. Sur la cartographie, si on s'en tient à la Bretagne, on voit qu'elle concerne surtout le centre-Bretagne, le long de la RN 164, si je ne me trompe pas. Et donc, on va voir que c'est une évolution, ça. Avant, les demandes, elles ne concernaient pas forcément ces villes. Et on va voir qu'il y a une évolution dans la demande et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, origine de la demande déjà, est-ce que c'est structurel ou conjoncturel? Bon, il y a un peu des deux en réalité. Tout d'abord, il y a l'attractivité de la Bretagne et des Pays de la Loire. Il y a 4200 nouveaux demandeurs qui sont enregistrés et qui ne proviennent pas, enfin qui ne sont pas actuellement en Bretagne et qui ne sont pas non plus dans les Pays de la Loire. Donc on a des gens de l'extérieur qui ont envie de venir parce qu'il y a l'attractivité de ces deux régions, dans ces deux régions. C'est notamment suite au confinement, hein, mais pas seulement, parce qu'il y a toujours cette attractivité historique, mais bon, le confinement a dû accélérer.
Le deuxième motif, c'est la hausse des prix de vente et la hausse des prix du loyer du parc privé, donc qui rendent peut-être impossible le maintien dans les lieux. Il y a 11% des demandes qui sont liées au travail, donc on voit qu'il y a quand même une corrélation. Et puis une autre information qui est assez intéressante, parce qu'il y a de la précarité en fait. Alors, pour les personnes seules, peut-être pas, mais en tout cas pour les familles monoparentales, certainement. On a 75% de ces nouvelles demandes qui concernent donc des personnes seules ou des familles monoparentales. Donc voilà l'origine de cette demande complémentaire de près de 22 000 unités. Et on va voir qu'elle a évolué. Donc vous avez une évolution de cette demande en Bretagne qui va concerner surtout, donc je l'ai dit, le centre Bretagne. Et puis une autre innovation, aussi originalité, c'est les petites aires de moins de 50 000 habitants. Donc vous avez une cartographie qui vous cible un peu quelles sont ces aires. Et aussi les aires qui sont hors zone d'attraction. Voilà, les deux nouvelles demandes aujourd'hui, là c'est 22 000 nouvelles demandes, elles concernent ces aires plus petites, le centre Bretagne si on est en Bretagne, mais dans Loire-Atlantique, donc on va être aussi sur ces aires hors zone d'attraction. Et puis on constate aussi qu'il y a un ancrage territorial, mais je l'ai dit en préambule, qui est important, puisque on a plus de 100 000 demandeurs, bretons et puis des Pays de Loire, qui veulent en premier choix rester sur leur commune de résidence. Donc il faut qu'il y ait de l'offre en fait. Le second point, c'est qu'ils souhaitent rester à 20% sur le même établissement public de coopération intercommunale, le même EPCI. Alors je vais vous faire une petite passerelle avec mon quotidien. Souvent, je rencontre des maires de petites villes et qui me disent, moi j'ai souvent, alors c'était de l'agroalimentaire principalement, il y avait une activité et ils me disaient, moi j'ai du mal à loger les salariés. Et on leur disait, oui, mais nous, d'après nos chiffres, notre base de données, il n'y a pas de demandeurs de logements sociaux sur votre commune ou aux alentours. Et il me dit, mais moi j'ai des listes, en fait, souvent il me disait ça. Mais moi j'ai la liste, vous me créez le logement et puis je vous donne les noms et les gens ils rentrent dedans, il n'y a aucun problème, j'ai les clients. Et en fait, voilà, il faut aussi avoir en tête, alors ça j'ai un peu revu ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que les bases de données, c'est pas exhaustif, il y a aussi tout l'invisible. Et puis on voit que faut aller discuter sur le terrain en fait avec les entreprises, avec les maires, pour comprendre quelle est la réalité de la demande. J'ai un autre exemple aussi, alors là j'étais plus du côté de l'Ille-et-Vilaine, mais un autre exemple, c'était à Bégard. On travaille sur l'EHPAD de Bégard et puis le directeur général me dit il faudra aussi créer du logement parce que les salariés ne peuvent pas se loger. En fait, il y a un déficit, une insuffisance de propositions et de solutions de logement. Et notamment pour ceux qui ont des horaires de nuit, eh bien, c'était problématique. Ils ne pouvaient pas faire les trajets. Donc, on vient confirmer cette hypothèse qu'effectivement, il y a une demande actuelle qui est plus importante que l'offre et qu'elle va s'accélérer du fait des prévisions démographiques, certainement des créations d'emplois salariés, et puis de cet afflux de demandes nouvelles. Sur le marché libre ou concurrentiel, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez devant vous donc, des chiffres alors, qui sont pris... qui sont issus du baromètre de l'immobilier des notaires bretons et puis d'autres de sites, alors c'est seloger.com je crois, avec des exemples de loyers par département, des loyers moyens dans le privé au mètre carré. Et puis donc vous avez toutes les tendances, alors avec le type d'immobilier qui est vendu. Là, on voit qu'il y a une petite décrue pour certains, notamment les terrains à bâtir et puis les maisons anciennes. Ce que nous disent les notaires, c'est que ces chiffres-là de septembre, ils ne traduisent pas leur inquiétude et ils ne traduisent pas leur ressenti. Ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est qu'il y a une contraction du marché privé, il y a moins de ventes. C'est lié au taux d'intérêt, au fait que les conditions d'octroi des prêts se sont durcies, aux réglementations énergétiques aussi, puisque vous savez qu'il y a des contraintes, on ne peut pas non plus vendre n'importe quel logement et dans n'importe quelles conditions. Voilà, donc toutes ces conditions viennent durcir en fait le marché et donc ils voient qu'ils se contractent actuellement et ce qu'ils nous disent, c'est que pour eux, en 2023, il y aura un repli du marché. Ça, c'est clair pour eux. Alors les chiffres ne le traduisent pas encore actuellement, mais on voit qu'il y aura, enfin en tout cas d'après eux, cette évolution qui va se faire dans les prochains mois, donc il faudra suivre ça d'ici la fin de l'année. Donc dans le marché concurrentiel aussi, on voit qu'il va y avoir aussi une problématique d'offres et en tout cas de solvabilité des ménages ou d'éligibilité des ménages à l'acquisition. Pour répondre à la demande, du coup, quelle solution? En premier lieu, construire, puisqu'on a une insuffisance de logements, donc il va falloir construire.
Là, vous avez un focus sur tout secteur de construction confondu, c'est-à-dire le libre, la promotion privée, le secteur du logement social. Concrètement, ça se traduit par quoi? Sur 12 mois, les mises en chantier concernent, on le voit, 28 000 logements en Bretagne, et ça représente une augmentation de 9,6%. Donc, ce qui est important, donc entre septembre 2021 et fin août 2022. On voit également à droite l'évolution du nombre de logements autorisés à la construction. Vous voyez, en mai 2022, il y a une petite baisse. Donc là, on voit que ça commence à diminuer. Et effectivement, sur le terrain aujourd'hui, du fait de contraintes qu'on va voir juste après, le coût des opérations, les taux d'intérêt, bon, en plus, ce n'était pas le cas au mois de mai. Donc voilà, toutes les contraintes actuelles, eh bien, il y a des opérateurs, des bailleurs sociaux, mais pas que, des promoteurs privés aussi, parce que ça m'arrive. J'ai des opérations en VFA qu'on devait acquérir et qui sont annulées, où les opérateurs se retirent ou suspendent leurs opérations ou mettent fin à une opportunité qu'ils avaient parce qu'il ne sera pas possible de sortir l'opération avec des budgets en fait, équilibrés. Donc là, on est sur les chiffres de tout secteur de construction confondu. Et puis, au niveau du logement social, un petit focus également, le nombre de logements agréés. Donc, les agréments, ce sont les autorisations de conventionnement au logement social de ces logements. On voit qu'on a du mal en Bretagne. Donc là, ce sont les sources bretonnes. On a du mal à se maintenir un peu et à poursuivre la production. Et donc, en 2021, on est à 4 819 agréments, donc ce qui est quand même peu et ce qui est en tout cas beaucoup moins qu'en 2018. Je vous ai mis aussi à gauche le prix de revient moyen d'une opération. Il y a quelques mois, je vous aurais dit qu'on était à 122 000 euros. Là, on est à 145 000 et ça ne cesse d'augmenter. Donc, on a des vraies problématiques de financement des logements sociaux, puisque vous le voyez là, vous avez un petit camembert qui vous montre comment on finance le logement social. Donc, il y a des emprunts, Banque des Territoires, donc des prêts bonifiés en majorité, des fonds propres que les organismes HLM mettent dans ces opérations, des subventions des collectivités et un peu des subventions de l'État en fonction du financement du logement. Peut-être un focus aussi, un petit rappel historique. Là, donc certes, on a des problématiques aujourd'hui, mais quand même, tournons-nous aussi sur le passé et ce qui a été fait. On voit qu'en Bretagne, le nombre de logements a plus que doublé en 50 ans. En 1968, il y en avait 880 000 et aujourd'hui, en 2018 notamment, là c'est les derniers chiffres fiabilisés, eh bien, il y avait 1 900 000 logements. Et vous voyez les zones de concentration où ces logements ont été créés, principalement. Donc on voit qu'aujourd'hui, forcément, là, on est sur à horizon 2018 et on voit qu'aujourd'hui, la demande, elle est plutôt dans le centre. Donc, on voit bien que là, il y a encore des efforts à faire et qu'il faut se réinventer. En Loire-Atlantique, alors je n'ai pas les derniers chiffres fiabilisés, ils n'étaient pas mis en ligne sur l'Adréal, donc je vous propose les sources de l'Observatoire. Donc, en 2021, il y avait 12 100 logements mis en chantier. Donc là, c'est tout secteur confondu également. Et on voit de la même manière qu'on peine quand même à augmenter la production de logements en Loire-Atlantique également. Donc une demande importante, une capacité de production qui est limitée et qui va le devenir de plus en plus. Et donc pourquoi ces contraintes et quelles sont-elles surtout? Bon, je ne vous les ai pas toutes mises, mais je pense que là c'est quand même assez représentatif des contraintes, il y en a pas mal. Premièrement, j'avais envie de mettre, donc je l'ai mis en rouge, la crise climatique et écologique. Bien évidemment, si la vie s'effondre, maintenir une activité, c'est plus compliqué. Et puis, nous devons aussi avoir des projets qui vont répondre et qui vont accompagner cette transition énergétique, climatique et puis environnementale. Alors, il n'y a pas du tout de hiérarchie dans toutes les contraintes, je les ai posées comme ça. Un second point, c'est l'augmentation des coûts de construction. Donc, je vous ai noté qu'il y avait plus 20% en 2 ans et son impact sur le prix de revient de l'opération, sachant que, par exemple, en logement social, eh bien, le loyer pratiqué va être fonction du prix de l'opération. Donc, il y a vraiment un enjeu à ce que les montages soient les plus subventionnés possibles pour que ça coûte le moins cher, parce que c'est surtout le prêt qui va faire que le loyer de sortie sera plus élevé. Bien évidemment, quand on est dans le libre, eh bien, ça a une incidence sur le prix de vente également. Les autres contraintes, la réglementation, notamment la RE 2020, qui vient renforcer en fait les contraintes, et c'est tant mieux, les contraintes environnementales, énergétiques, mais qui vient aussi du coup ajouter un surcoût aux opérations, en tout cas en l'état actuel du système.
Je vous ai mis un petit point juste en dessous qui sont les limites à l'expérimentation. On a des permis d'expérimenter, notamment quand vous pratiquez. Alors moi, je l'utilise dans l'économie circulaire, mais ça ne fait pas tout. Donc on voit bien qu'il va être important aussi d'aller se faire entendre auprès des députés, de l'Assemblée, des pouvoirs publics, pour qu'on puisse... Alors la Bretagne est une terre d'expérimentation, donc là c'est assez confortable pour moi de le dire aujourd'hui, mais pour qu'on puisse expérimenter toujours plus, parce que la réglementation, par exemple en économie circulaire, elle est déjà obsolète. Si vous faites des maquettes numériques, notamment, c'est déjà obsolète en fait. Donc il faut que la réglementation soit... en tout cas, nous permettre, si elle ne peut pas suivre les innovations et la créativité, qu'elle nous permette d'oser et d'expérimenter, parce que le temps nous est compté, notamment en raison de la crise climatique. Une autre contrainte qui est celle de la capacité d'autofinancement des organismes bailleurs sociaux, notamment, puisqu'ils mettent des fonds propres. Si leur capacité d'autofinancement est impactée, eh bien, ils pourront en mettre beaucoup moins. Et un petit parallèle, une passerelle juste après, sur le financement du logement, donc là ça touche à la fois le logement social mais aussi le logement libre, peu importe, sont les conditions du financement qui peuvent aussi devenir très handicapantes. Alors on va avoir le taux de TVA, l'APL, je vous rappelle ou je vous apprendrai que la baisse de l'APL qui a été décidée par le gouvernement a été compensée depuis le début et depuis plusieurs années par les bailleurs sociaux. Donc on a ce qu'on appelle nous la réduction de loyer de solidarité, c'est-à-dire une baisse du loyer qui nous est imposée sur les logements actuels et les logements futurs à construire et qui représente des enjeux importants. Pour exemple, sur les 2 ESH BSB des foyers, l'an dernier, c'est un manque à gagner d'1 200 000 €. Donc c'est autant de fonds propres qu'on ne pourra pas investir dans des opérations. Et ça, c'est chaque année en fait. L'année d'avant, c'était 1 100 000 €, donc voilà. Ça se cumule d'année en année. La pérennité des dispositifs d'investissement, bien évidemment, qui vont aussi permettre aux investisseurs de poursuivre l'acquisition de logements. La suppression de l'APL accession aussi qui a été un frein. Une autre contrainte, c'est la zéro artificialisation nette. Je parlais de densifier, de construire la ville sur la ville. On ne va plus pouvoir s'étaler, et c'est tant mieux encore une fois. Pour autant, ça nous donne quand même quelques contraintes en termes de montage d'opérations. L'inflation, le coût de l'énergie, la solvabilité des ménages, les taux d'intérêt et puis les impayés. Une autre contrainte qui est celle de l'accès au foncier. C'est vraiment le nerf de la guerre, le foncier. Et le coût du foncier qui a augmenté de 30% en 2 ans. Les problèmes d'approvisionnement aussi en matériaux et le coût des matériaux. Aujourd'hui, sur les menuiseries, on a des délais de 4 à 5 mois. Donc ça retarde aussi les chantiers. Les problèmes de recrutement dans le BTP, puisqu'il manque de la main-d'œuvre. L'incapacité aussi, alors là c'est intéressant parce qu'on voit que les demandeurs veulent, par exemple, si je suis sur la Bretagne, aller dans le centre Bretagne. Donc il faut construire ces logements puisqu'ils n'existent pas forcément. Et donc on va aller voir les petites collectivités pour voir s'il y a du foncier disponible, etc. Et on va leur demander de subventionner ces opérations de logements sociaux. Sauf que les petites collectivités, avec les dotations qu'elles ont, elles ne pourront pas subventionner ces opérations et elles vont nous demander des formes urbaines, alors plutôt du pavillonnaire, qu'on ne peut plus faire, et puis des petits volumes de logements, 4 ou 5 logements. Et ça va aussi poser problème parce que nous, au niveau des équilibres d'opération, eh bien, aujourd'hui, on se dit qu'il faut construire au moins 20 logements par opération. Donc on voit bien qu'il y a une inadéquation entre l'offre que nous, on peut proposer et ce que les gens attendent sur le terrain. Donc là aussi, il va falloir continuer de réfléchir. Et puis là, c'est plus un petit focus sur l'économie circulaire puisque ça se déploie de plus en plus. La disponibilité des ressources de matériaux biosourcés. Je vous donne un exemple. En Ille-et-Vilaine, notamment sur Rennes Métropole, on va mettre en avant les isolations avec du chanvre, par exemple. Mais s'il n'y a pas le chanvre en Bretagne, eh bien, vous êtes vite coincé. Donc il va falloir que tout l'écosystème aussi économique se développe. Et donc là, il faut aussi mutualiser, coopérer. Et de la même manière, l'existence des filières, puisque si vous avez besoin de mettre du granulat de béton recyclé, il vous faut des plateformes de tri. Et donc ça ne s'invente pas, il faut les créer aussi avec les entreprises sur le terrain. Donc voilà quelques contraintes, enfin il y en a pas mal et qui sont importantes, actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés, tous secteurs confondus. Maintenant, quelques pistes et innovations, alors je vais vous en présenter 2. Les offices fonciers solidaires. C'est un montage juridique et une innovation qui est très intéressante, qui s'est bien déployée sur toute la France. Vous voyez, je vous ai mis la cartographie avec les OFS qui sont recensés. Les offices fonciers solidaires vont proposer à des ménages sous plafond de ressources PSLA, donc qui sont quand même plutôt modestes, d'être acquéreurs d'un logement, mais ils ne vont pas acheter tout le logement avec le foncier, puisqu'on a vu que le foncier coûtait très cher dans l'opération. Ils vont acheter les murs.
et ils vont louer la partie du foncier qui pourra rester soit à l'OFS, propriété de l'OFS, soit propriété par exemple d'une collectivité. Ils vont le louer pour un prix. Alors nous ici on en a un dans le groupe Coopérative Immobilière de Bretagne, donc on estime que le foncier en fonction des opérations, le loyer sera de 1 à 2 euros, entre 1 et 2 euros du mètre carré. On peut aller jusqu'à 2,50 euros, mais 2 euros c'est déjà pas mal, hein. Donc c'est la somme que va acquitter le ménage. Lui, il aura acheté donc juste les murs, donc ça lui permet de bénéficier de taux de TVA, etc. Enfin, il y a plusieurs conditions. Et donc il aura un prix d'achat qui sera bien en deçà des prix du marché, donc qui est beaucoup plus abordable. S'il veut revendre ce logement, eh bien, il pourra le revendre, mais à des ménages qui répondront aux mêmes conditions. Il y a une sorte de système de dispositif anti-spéculatif aussi, qui permettent aux collectivités ou aux OFS de garder la main sur le foncier, et puis qui permettent d'offrir ce parcours résidentiel aussi aux habitants. Puisque par exemple, si vous êtes dans le logement social, vous avez le droit d'acquérir un logement social. Parce qu'on estime que voilà, il y a un parcours aussi, et puis que les ménages, quand ils arrivent à meilleure fortune, eh bien, ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, être propriétaires. Donc ça, c'est une des premières pistes qui peut être intéressante. Je vous ai mis la liste de tous les OFS qui existent aujourd'hui dans les pays de la Loire, parce que je n'ai pas encore pu vérifier qui était où, exactement dans quel département dans les pays de la Loire, et puis en Bretagne. Donc vous avez toute la liste, il y en a pas mal hein, quand même, hein, qui existent d'ores et déjà, donc ils se sont montés en quelques mois. Hein. On voit qu'il y a une dynamique qui s'installe et qui est très intéressante. Une autre piste, ce sont les logements locatifs intermédiaires en vue de leur sous-location aux salariés. Alors, le problème, c'est qu'ils vont pouvoir être mis en place dans les zones A et B. Donc on voit que déjà en Bretagne, il n'y a pas de zone A, comme ça c'est réglé. Donc on a quand même des limites géographiques. Pour autant, ils ne sont pas interdits ailleurs, mais il va falloir demander l'autorisation au service de l'État. Alors les logements intermédiaires sont destinés aux salariés ou aux jeunes actifs, qui souvent ont des difficultés à accéder à un logement social, ou bien qui gagnent trop pour être éligibles au logement social, mais qui ne vont pas avoir suffisamment d'argent pour accéder au marché privé, ou qui vont avoir des difficultés à y accéder pour d'autres raisons. Donc ils vont leur être destinés. Alors ça s'est beaucoup développé en Île-de-France, mais ça peut aussi se développer en région. Et il y a eu des évolutions législatives qui permettent aujourd'hui aux bailleurs sociaux de produire du logement intermédiaire, de le louer à une personne morale publique ou une personne morale privée, donc par exemple à une entreprise, qui pourra elle-même le sous-louer à ses salariés. Donc il y a quelque chose qui est intéressant et qui peut être mis en place. Et vous avez les plafonds de ressources aussi possibles. Sur la Loire-Atlantique, je vous ai mis aussi le zonage pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il est possible de faire également. Donc là, c'est deux pistes. Et pour finir, s'il me reste un peu de temps, vous montrer dans le groupe Coopérative Immobilière de Bretagne, alors il y a 4 ou 5 projets, ça va être très rapide, des projets qu'on met en œuvre nous aujourd'hui, donc ce sont des exemples, hein, il y en a plein et on le verra après, parce que Loïc travaille aussi avec des bailleurs sociaux sur le Morbihan. Il y a beaucoup de créativité, les bailleurs se mobilisent avec les autres acteurs hein, économiques et sociaux sur les territoires. Alors, juste un petit focus, j'ai dit qu'on nous étions engagés dans une démarche. Alors, on est engagé dans une démarche RSE très importante et une démarche en économie circulaire à laquelle on ajoute l'économie sociale et solidaire. Donc, ça devient économie circulaire, sociale et solidaire chez nous. On mêle la consommation, la production et l'entrepreneuriat durable en même temps. Ce premier projet, vous avez un visuel, alors il n'est pas encore créé, hein, c'est le centre de ressources en gérontologie. Alors avant on appelait ça EHPAD, pour cet exemple ça s'appelle Centre de ressources en gérontologie, innovant de Tinténiac, qui est porté et qui sera géré par la congrégation de l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve, que vous connaissez peut-être. Là, il y a des innovations architecturales, puisqu'il n'y a plus un seul bâtiment, mais il y en aura plusieurs tout autour. Il y a des petites maisons qui peuvent accueillir plusieurs résidents. Il y a une plateforme de services qui est ouverte sur la ville et qui permet donc d'offrir en fait aux habitants, et pas seulement aux résidents, des services paramédicaux ou médicaux. Et nous, on y a mis les 7 piliers, en tout cas on essaye, de l'économie circulaire. Donc il va y avoir du granulat de béton recyclé, de la terre crue, de l'éco-conception. Il y a d'autres encore piliers qui sont activés. Et donc, on a un centre de ressources qui se réinvente. Et juste dire un petit point, c'est que lorsqu'on commence à travailler sur l'économie circulaire, on commence à travailler aussi sur les usages et sur les façons de travailler. Donc moi, je pense que ça amène aussi des changements managériaux. Donc là,
pour l'exemple, le centre de ressources est en train déjà de travailler sur les façons de travailler des équipes. Parce qu'en fait, le bâti, quand vous le changez, eh bien, ça change les comportements des gens aussi. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. D'autres exemples, alors dans le groupe Coopérative Immobilière de Bretagne, il y a un pôle concurrentiel qui est porté par CIBP et la CECIB Immobilier. Juste vous dire, donc nous on est engagés aussi dans des démarches d'éco-conception. Là, ce sont 2 programmes portés par la CECIB qui ont été primés en 2020 et 2021 dans la catégorie bas carbone des pyramides d'argent. Vous dire aussi que nous, au foyer, on a un partenariat avec la LPO Bretagne qui nous accompagne sur la maîtrise d'ouvrage, donc qui nous conseille pour éviter de porter trop atteinte à la biodiversité. Ils vont nous faire aussi des campagnes de sensibilisation pour les locataires et les habitants, donc on élargit toujours au quartier, pas seulement aux locataires. Ils vont nous accompagner sur la gestion des espaces verts et on a mis en place aussi des sites refuges, en fait, LPO, sur de l'existant. 2 autres petites opérations également portées par la CECIB en éco-construction avec des matériaux biosourcés et puis un bâtiment passif à droite avec également des matériaux biosourcés. Et enfin, un petit point sur une résidence habitat jeune, donc ce sont les nouveaux FJT, foyer de jeunes travailleurs, qui se trouve dans le centre de Rennes sur la ZAC Beauchardonnay qui s'appelle Le Colibri. Il y a une histoire particulière. Alors déjà, le bâtiment est intéressant, il y a des grandes surfaces avec des appartements très confortables. Comme on s'adapte aussi à l'évolution sociétale, eh bien, il y a des logements pour des couples, donc ce qui n'existait pas avant. Hein. Aujourd'hui, c'est ce que les bailleurs vont proposer. Il y a une grande cuisine collective, une grande terrasse aussi en étage. C'est très qualitatif. Et les jeunes travailleurs qui sont à l'intérieur, en fait, avant, ils résidaient dans un autre foyer de jeunes travailleurs qui se trouve dans le centre de Rennes et qui s'appelle la Motte Baril, qui était voué à la destruction, donc on va le détruire probablement pour en faire autre chose plus tard. Pour autant, et c'est là où c'est intéressant aussi, parce que je pense que c'est une piste de relogement, alors peut-être pas pour des salariés, hein, mais pour des publics très précaires, on l'a utilisé et on a sécurisé les étages et on a fait des partenariats avec des associations. Donc il y a eu dedans des femmes qui sortaient de la rue avec des bébés, qui se sont installés, donc qui avaient leur propre appartement. Il y a eu des demandeurs d'asile à certains étages, puisqu'on a eu des partenariats avec Coalia. Il y a eu aussi pendant la pandémie des sans domicile fixe qui malheureusement avaient contracté la Covid et qui ont pu voilà, se reposer et être hébergés à l'intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs associations qui ont tourné. Ça fait déjà maintenant, on rentre dans la 3e année, je crois. Et donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les bâtiments, plutôt que de les laisser vacants ou de les murer, on peut les utiliser en fait, parce qu'il y a des urgences partout. Et enfin, puisque j'arrive à la fin de mon état des lieux, je voulais vous dire que pour moi, donc on voit qu'il y a encore des efforts à faire, etc. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de voir toute la coopération qui est mise en œuvre, et je pense que le témoignage d'après va nous confirmer cela. Il faut de la coopération, de la créativité. Je pense qu'il faut aussi rêver, parce que là, les solutions qu'on va créer, elles n'existent pas en fait. Les défis qu'on a devant nous, je ne crois pas qu'on les ait déjà eus. Et en tout cas pas de cette ampleur. Donc il va falloir travailler tous ensemble et que ce soit tous les systèmes et toutes les filières qui travaillent ensemble. Et je reviens au tout début, je vous avais mis un petit clin d'œil en regard de ma conclusion, qui était un visuel. Alors je remonte. Voilà. Alors c'est pas en Bretagne évidemment, c'est l'utopie du familistère de Guise. C'était juste pour dire que en son temps, à une autre époque, Gaudin par exemple, parce que c'est lui que j'ai choisi, avait proposé une solution donc de logement et de travail coopératif sur le site de Guise. Et alors voilà, c'était pour dire que c'était certainement un rêveur également et qu'aujourd'hui il faut poursuivre le rêve pour trouver des solutions innovantes. Voilà, je vous remercie.